Alors dès le départ, il y avait dans Urbike deux ingrédients. Le premier, c'était de faire de l'innovation en logistique urbaine, logistique du dernier kilomètre, en s'appuyant sur des solutions technologiques tout à fait nouvelles, vélos et des remorques qui permettent de transporter des europalettes, des conteneurs, etc. Et on a voulu tout de suite intégrer dans cette innovation logistique une vraie innovation d'un point de vue organisationnel, en créant une coopérative de travailleurs, de citoyens, d'investisseurs, etc. pour vraiment accompagner cette transformation logistique avec un projet sociétal qui rassemble les travailleurs, les respecte, les considère. Alors on a différentes catégories de clients parce qu'on a différentes catégories de métiers. Notre premier métier, c'est un métier d'opérateur logistique du dernier kilomètre. Donc on propose des services de livraison à vélo dans les 19 communes bruxelloises. Et donc là, on travaille pour une très grande diversité de clients. On a des grands retailers comme Deleuze, pour ne pas le citer. On travaille avec des acteurs du secteur pharmaceutique, avec des prestataires de services et des transporteurs aussi. Donc ça, c'est notre deuxième grande catégorie de clients. C'est des transporteurs qui nous cèdent leur flux de marchandises et on devient leur partenaire privilégié pour le dernier et le premier kilomètre à Bruxelles. Et alors, on va avoir d'autres types de clients, des clients plus institutionnels ou alors même des grandes organisations qui ont besoin d'être accompagnés sur des questions plus d'expertise logistique, être accompagnés dans cette transformation ou alors dans une stratégie de transformation des territoires autour de nouvelles solutions de logistique urbaine. Et donc là, c'est plutôt des missions de consultance et de conseil qu'on va réaliser avec ces acteurs-là. Et donc par exemple, on travaille avec des villes et communes comme Liège, Louvain-la-Neuve, la région bruxelloise, la région wallonne, etc. Aujourd'hui, Urbike est composé de 20 à 30 personnes. On est à peu près à 25 équivalents temps plein. Les 2/3 sont essentiellement affectés aux activités opérationnelles. Je pense notamment à la maintenance, l'entretien du matériel. Ensuite, on a ce qu'on appelle nous l'équipe support. Et donc, c'est toutes les activités admin, RH, compta, etc. On a l'activité de conseil. Et ce qu'on développe depuis cette année, la formation. Il y a énormément de potentiel. C'est notre troisième métier avec la consultance et la livraison. Tout ça représente à peu près 25 personnes. Assez rapidement, on a été contacté par des entreprises qui étaient très intéressées par le vélo cargo comme un moyen de déplacement. Et du coup, avec la formation, on peut justement mettre à profit notre expertise technique au niveau du matériel, de la connaissance du marché, de l'équipement, mais aussi une forme d'expertise par rapport à la transformation des modes opératoires, des habitudes, la façon de dispenser son métier. Et du coup, la formation, c'est vraiment ça. C'est accompagner des entreprises de tout secteur et de toute taille différente dans l'intégration du vélo cargo comme outil de travail, outil de déplacement. On a déjà cette année, grâce au projet Cargo Bike, financé par l'Europe, accompagné 45 organisations privées et publiques, comme Vivaqua, comme Proximus, la RTBF ou la VRT, et des plus petits acteurs, des micro-entrepreneurs, des électriciens. Voilà, donc on a vraiment des acteurs très très différents. La formation a d'abord commencé quand on accueille nos coursiers, on doit les former à notre matériel. Mais dans le cadre du projet Cargo Bike, on forme des professionnels tout azimut à utiliser des vélos cargo, à choisir le bon matériel et à essayer de se projeter dans leurs opérations avec un vélo cargo. Dans la nuit, entre minuit et 3 heures du matin, on a notre système IT qui réceptionne l'ensemble des livraisons du jour et qui fait tourner des routines pour optimiser déjà les tournées. Pendant la nuit, on a déjà notre journée opérationnelle qui est déjà pré-processée. Et puis, entre 7h30 et 8h30 du matin, on va recevoir des flux. Donc, on a un transporteur qui vient amener à peu près 10 à 15 palettes de marchandises dans notre hub situé à Anderlecht. Et puis là, on a une activité de tri et de préparation de tournée qui se met en place. Donc, on va scanner les colis, les attribuer aux tournées, préparer nos conteneurs, etc. Dans le même temps, on a notre deuxième hub, on a un petit hub aussi qui est situé à Ixelles, depuis lequel va partir des tournées de livraison, notamment vers des retailers, des petits commerces, où on va faire de l'approvisionnement de nourriture fraîche à consommer le jour même. Et pour les plus matinaux, on a même des tournées avec des boulangeries, où on va livrer des restaurateurs et des maisons de jeunesse. Donc ça, c'est un shift de début de matinée. Puis ensuite, on a le plus gros de nos tournées matinales qui vont commencer vers 10h. Et donc là, pendant toute la journée, on va réaliser une vingtaine de tournées dans toute la région bruxelloise sur des flux très très différents. En général, on a aussi des mécanos qui vont entretenir les vélos. Assez régulièrement, on a des formations qu'on va accueillir soit de chez nous, soit on va partir chez des clients pour dispenser des formations avec une flotte vraiment dédiée pour ça, une équipe de formateurs professionnels. Et puis, moi, souvent, je vais être parti à gauche ou à droite chez un gros client pour mener une mission de conseil, pour l'aider à transformer ses activités autour de la cyclo-logistique, identifier tout le potentiel, tous les gains économiques et environnementaux qu'il pourrait avoir. Et puis, quand on a de la chance, on se retrouve en fin de journée pour un petit moment un peu plus convivial, pour discuter de la gouvernance de la coopérative, souvent autour d'une bière, et puis pourquoi pas
rentrer tous ensemble, rejoindre la masse critique. L'essentiel des coûts, c'est quand même des coûts humains. Tout le monde chez nous, quel que soit le statut, est payé à l'heure pour des blocs de au moins 3 heures, voire des demi-journées entières. Il n'y a pas du tout de facturation à la course ou au résultat, donc qui nous permet aussi d'offrir des conditions de travail qui sont plus valorisantes et aussi du coup de maintenir nos coursiers pendant longtemps, de les garder et de s'appuyer sur une vraie qualité de service. On a des coûts au niveau des équipements, mais qui sont OK. Un bon vélo cargo, c'est 4 000, 4 500 €. Un attelage complet avec remorque et conteneur, ça fait un tout à 7 000, 8 000 €. Non, c'est des amortissements sur 3 ans. On essaie d'éduquer aussi les coursiers au niveau de la conduite à vélo cargo pour limiter un maximum les dégâts sur les pièces. Donc en fait, le matériel roulant, c'est pas si problématique. On a des coûts importants au niveau IT. Donc pour nous, c'est vraiment une clé dans la mise à l'échelle et l'industrialisation de nos services, de digitaliser les process, d'être très très professionnel, automatiser au maximum tout ce qui peut l'être. Donc là, c'est des coûts importants, c'est des technologies qui sont sophistiquées, du coup onéreuses. On a aussi des coûts au niveau de l'infrastructure logistique, donc les mètres carrés. Notre principal hub fait 300 mètres carrés de surface logistique, plus 140 mètres carrés de bureau. On a un deuxième hub qui fait un peu moins de 100 mètres carrés à XL, et tout ça, c'est quand même des coûts assez importants. Je pense qu'au niveau de l'hardware, on a des innovations encore au niveau des vélos. De plus en plus, on a un secteur qui se développe, de plus en plus de modèles qui sortent sur le marché. Au niveau des motorisations aussi, on a des solutions qui sont de plus en plus diversifiées. Si on accepte le postulat que la cycle logistique est une vraie solution, on pourrait avoir des vélos qui sont développés pour ces besoins-là, et donc des vélos très puissants, pas forcément plus rapides. Je trouve ça intéressant de rester limité à 25 km/h, des flux qui sont potentiellement mixables avec d'autres vélos. Donc là, je pense qu'on pourrait avoir des innovations, avoir des vélos plus puissants qui nous permettent pas forcément de tirer plus de charge, mais en tout cas voilà, de réduire les efforts et donc d'attirer des nouveaux profils de coursiers sur ces métiers-là, donc réduire la pénibilité. Il y a aussi, à mon avis, une innovation à faire autour de l'automatisation de certains processus opérationnels. Je pense au remplissage des conteneurs qu'on pourrait automatiser. Je pense à toute l'activité de tri, mais on pourrait aller même encore plus loin en pensant à une automatisation complète de cet aspect-là. Et ensuite, je pense que sur des aspects de sensibilisation, de formation et de pédagogie, il serait hyper intéressant de s'appuyer sur des nouveaux outils. Je pense notamment à toute la VR, réalité virtuelle, qui permettrait de mettre en condition, de tester sans forcément aller dans le trafic, pour essayer de s'intéresser à la compatibilité de certains aménagements avec une activité cyclo, à des questions de dimensionnement, d'efficacité des flux. Et donc là, je pense que la technologie doit vraiment être au service de ces solutions-là. Maintenant, je pense qu'on ne remplacera jamais la qualité humaine des coursiers. Nous, on vient souvent nous voir sur l'utilisation de robots pour la livraison de marchandises. Oui, si c'est systématique et que l'humain n'a aucune valeur ajoutée, alors autant automatiser. Nous, on se rend compte que la qualité de service, la capacité d'adaptation, de réactivité, l'intelligence humaine, sa sensibilité, son sourire aussi à la livraison, ça, c'est des choses qu'il faut conserver. Je pense que voilà. Ce sont des nouveaux métiers qui attirent quand même beaucoup de monde avec des profils très différents. On a des jeunes qui sont parfois avec très peu de qualifications, comme on a 2 docteurs pour le moment qui tournent sur des vélos, qui sont en réorientation professionnelle, passionnés de vélo. Maintenant, quels que soient les profils, on a un vrai cycle d'intégration et de formation, des formations au métier, aux procédures, etc. Au niveau de l'activité de magasinier, donc tout ce qui est préparation de commandes, tri, c'est en général un métier qui vient compléter l'activité de coursier. Et donc même chose, les coursiers commencent coursier souvent chez nous, et puis ensuite sont formés au dispatching, au tri, parfois à la gestion des équipes, etc. Donc il y a vraiment cette volonté d'offrir un parcours. Mais donc non, c'est assez facile de trouver des profils, des très bons profils aussi. On a peu de turnover. On vise le salariat pour tout le monde. C'est vraiment une volonté au niveau de la coopérative en tant que projet social. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on a un tout petit peu moins de la moitié de nos coursiers qui sont sous statut de salarié. Et dans l'autre moitié, on a une répartition 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers roulent sur des contrats Smart. Donc la Smart, c'est un partenaire depuis le début d'Urbike. Et donc c'est une coopérative d'activité qui permet de faire du portage salarial. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Quand un coursier roule chez nous, il signe un contrat avec la Smart qui mutualise en fait une série de services, et ça lui permet, dans le cadre de ses activités, de rouler avec tous les avantages du salarié en termes de protection, de valorisation, d'assurance, etc. La seule différence est qu'il ne signe pas pour un nombre garanti d'heures. Donc il y a une forme de précarité par rapport au contrat de salarié normal. Et alors, on a quelques étudiants qui roulent aussi sous un statut d'intérimaire, qui viennent en général compléter. On a une activité assez saisonnière malgré tout, on a des pics, il y a une forme de saisonnalité. Donc effectivement, on a des études européennes, et je pense notamment à l'étude Cycle Logistics, qui montrait que au moins 25%
des flux de livraison dans des grandes villes comme Bruxelles pouvaient être réalisés à vélo. On intègre aussi tous les déplacements liés aux prestations de services. Ces professionnels justement comme Proximus ou Vivaqua vont se déplacer avec une camionnette pour réaliser leur travail. Quand on inclut ces flux-là aussi, on monte à 50%, voire même plus. Moi, je valide totalement ces chiffres, c'est aussi mon intuition, c'est qu'il y a un immense potentiel. Et je pense même qu'au niveau de la livraison, on est bien au-delà de 25%. Je crois qu'on est presque près de 50% des flux logistiques qui aujourd'hui pourraient être réalisés à vélo. Parce que justement, on a des solutions qui permettent de consolider, on a des modèles logistiques qui sont de plus en plus fins, de plus en plus optimisés. Et du coup, tout ça fait que, en fait, on est très attractif pour une série de transporteurs, pour beaucoup de flux. En termes de technologie, on est aussi capable de transporter une très grande diversité de marchandises. Le vélo est très bien pour des petits colis légers avec des faibles distances, mais on se rend compte aussi qu'on a de plus en plus de demandes et qu'on est vraiment compétitif sur les flux frais, les flux surgelés. Maintenant, on a des conteneurs isothermes, par exemple, qui permettent de transporter des flux à température dirigée et maintenir des températures pendant plus de 36 heures. Reste l'enjeu de la compétitivité économique. Donc là, c'est tout l'enjeu de densifier, d'avoir vraiment des tournées très denses. Mais du coup, grâce à ces solutions de conteneurisation, à ces nouveaux modèles, à la digitalisation des processus, on se rend compte que ce potentiel de massification des volumes, il est en train vraiment de grandir. Donc, ouais, 25%, je pense que c'est le minimum qu'on peut viser à moyen terme. On a créé Urbike, qui est le modèle logistique autour de la conteneurisation. Donc on estime que c'est vraiment à l'image de la conteneurisation maritime qui a permis de vraiment transformer le transport de marchandises au niveau mondial avec cet outil très simple qui permet de connecter différents modes de transport, différents flux, de consolider, d'optimiser vraiment les flux logistiques. La conteneurisation à l'échelle d'une ville, c'est vraiment ce qu'on essaie de reproduire. Et du coup, avec une unité logistique standard, le conteneur aux dimensions de l'Europalette, qui est vraiment un standard mondial au niveau de la logistique, la conteneurisation nous permet justement de capter ces flux, de nous connecter directement aux flux des transporteurs route, mais aussi pourquoi pas maritime et rail, et de proposer, de devenir le maillon naturel, le dernier maillon de la chaîne pour le dernier kilomètre à vélo, grâce à ces conteneurs donc, qui nous permettent d'être vraiment très efficaces, de limiter le transbordement, etc. Donc la réalité du potentiel de la cyclo-logistique, il est avéré, on l'observe, on constate effectivement l'attractivité. Néanmoins, on ne lutte pas encore à armes égales contre la logistique conventionnelle et contre certains acteurs qui précarisent beaucoup aussi l'emploi. Du coup, je pense que les pouvoirs publics ont effectivement un rôle important à jouer. D'abord sur le contrôle social du développement de la logistique au sens large, pas uniquement de la cyclo-logistique. Mais donc là, je pense qu'il y a une opportunité avec la cyclo-logistique de développer des secteurs très locaux avec des emplois de qualité, voilà, de développer des filières de formation. Et donc, tant qu'à faire, intégrer ce développement dans un contexte qui est socialement responsable, qui valorise ces jeunes qui vont se lancer sur ces nouveaux métiers. Après, sur des soutiens au développement, je pense qu'aussi il y a un enjeu important. Aujourd'hui, on sait que le coût de transport marginal d'un colis qui est livré par une camionnette, c'est de l'ordre de 3,40 €, 3,50 € par stop. Le coût marginal d'une livraison à vélo tourne autour de 4,60 € plutôt. Et du coup, on va avoir un déficit de compétitivité pour le même colis livré qui est lié au fait qu'aujourd'hui, une livraison à vélo, on peut charrier moins de volume, on a moins de clients, donc on a moins de densité, on doit faire plus de kilomètres pour livrer nos colis. Et ça fait que livrer un colis, aujourd'hui, c'est plus cher à vélo. Et dès qu'on intègre dans ce coût marginal de livraison l'ensemble des externalités générées par l'activité de transport, donc le coût sur l'environnement, les accidents, le bruit, le stress et les effets sur la santé pour les travailleurs et la société, le rapport se renverse complètement. Et donc en fait, on se rend compte que ce déficit d'1,50 €, parfois 2 €, en fait, il est totalement renversé et le coût marginal de transport de la camionnette passe à 6,50 € là où le vélo est à 4,50 €. Donc on se rend compte qu'en fait, si on intégrait tous ces coûts, le vélo serait beaucoup plus compétitif. Et ce que ça traduit en fait, c'est que les pouvoirs publics là, ils ont la possibilité de dire « Ok, le vélo pour la société globalement, il m'amène beaucoup plus de bienfaits et on pourrait décider de soutenir cette croissance, soit en finançant des activités, des opérations, je pense à l'initiative Colis Active en France, qui est vraiment dans cette logique-là, soit simplement en soutenant la croissance de ces acteurs, en mettant à disposition de l'espace foncier, plus facilement accessible, ou en travaillant sur plutôt des politiques restrictives par rapport à l'accès de certains véhicules. Donc je pense à la Low Emission Zone à Bruxelles, aux piétonisations qui sont en train de se faire sur le territoire, et qui sont autant de leviers qui vont contraindre la logistique conventionnelle et donc qui va faire émerger et favoriser les alternatives comme la nôtre. Et donc ça, oui, je pense, ce sont autant d'atouts que les pouvoirs publics peuvent mettre en œuvre pour soutenir soit directement, soit indirectement notre secteur. Et je pense que, à vrai dire, c'est une nécessité si jamais on veut atteindre les ambitions qui sont celles de la Belgique et de la région au niveau des enjeux climatiques et de développement.
C'est vrai qu'on répète beaucoup que la cyclogistique a énormément de potentiel, que c'est très attractif, que ça fonctionne très bien, et pourtant, c'est vrai qu'il y a des efforts à faire pour trouver des clients, les fidéliser, etc. Donc ça veut dire qu'il existe aujourd'hui des freins et des obstacles. Je pense qu'il y a d'abord un frein culturel, qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire pour expliquer ce qu'est la cyclogistique, expliquer son potentiel. On se rend assez peu compte aujourd'hui de l'aspect professionnel des services qu'on peut offrir. C'est vrai qu'avec toute l'économie de plateforme autour de la livraison à vélo, Deliveroo et Uber Eats pour ne pas les citer, on a cette image du coursier assez peu professionnel, d'un service très limité, un sac à dos pour livrer des repas. Non, la cyclogistique, c'est de la logistique. Donc déjà là, il y a de la pédagogie à faire sur les solutions qui existent, sur ce qu'on peut effectivement assumer comme volume et sur les coûts qu'on peut atteindre. Ensuite, effectivement, on est sur un secteur émergent avec beaucoup de petits acteurs. Et donc là, il y a un besoin de structuration et de professionnalisation pour pouvoir offrir un service qui est assez homogène d'un territoire à un autre. Notre réalité aujourd'hui, c'est qu'on peut offrir à un client une solution intégrée et très professionnelle à Bruxelles. S'il veut répliquer ce modèle à Anvers, à Gand, à Namur, à Liège, on a des partenaires sur place, mais qui sont à des niveaux de développement différents. Et parfois, il y a certains territoires sur lesquels il n'y a pas de solution. Donc on reste un acteur très local et parfois on fait face à des clients qui ont besoin d'une solution intégrée. Et donc là, je pense qu'il y a un enjeu à trouver des partenariats forts entre acteurs cyclo, mais aussi avec des logisticiens conventionnels pour être une brique de plus dans l'équation de la livraison urbaine. Je pense que le potentiel de développement avec d'autres modes de transport, il est très grand. Bruxelles a cette très grande chance d'être traversée par un réseau ferroviaire et fluvial qui est quand même assez intéressant. Et la grande valeur ajoutée de la cyclogistique, c'est son agilité. On a besoin de peu de place pour décharger de la marchandise, transborder et partir. Avec la conteneurisation, on évite la manutention de colis. On a des unités logistiques qui peuvent être très facilement déchargées, remises sur des vélos et finalement livrées pour le dernier kilomètre. Et donc tous ces avantages font que se connecter à d'autres modes, c'est finalement beaucoup plus aisé que sur les autres modes logistiques qui nécessitent une infrastructure un peu plus lourde, des investissements plus conséquents. Et donc là, je pense qu'il y a un potentiel qui est vraiment important. Sans aller jusqu'à l'eau et au rail, qui sont vraiment, à mon avis, des pistes à exploiter, je pense que rien que la connexion avec la route et la logistique conventionnelle, il y a aussi beaucoup de choses à faire. La question de l'infrastructure logistique, c'est une question prédominante dans notre secteur. C'est le mètre carré est très très coûteux en centre-ville. Et donc l'avantage du vélo, c'est qu'on a besoin de micro-hubs, pas forcément physiques d'ailleurs, on pourrait envisager des hubs éphémères. Il y a des chouettes expérimentations qui sont menées notamment à Paris avec la RATP, qui met à disposition des espaces où les bus sont garés la nuit. Et pendant la journée, pendant que les bus tournent, il y a un acteur cyclo qui réceptionne de la marchandise, fait son activité de préparation et de manutention avant de partir pour livrer toute la journée. Et quand les bus reviennent, tout est propre, il n'y a plus rien. Et donc cette agilité de la cyclo-logistique, moyennant les bonnes technologies et des modèles vraiment efficaces, devrait permettre de vraiment repenser aussi l'utilisation et la fonctionnalité de l'infrastructure en ville. Et ça, je pense, c'est une piste de développement qui est vraiment gigantesque. S'agissant du train, on a une problématique d'utilisation des voies ferrées. Alors, je ne suis pas un grand expert au niveau des voies ferrées en Belgique, mais je me rends compte que c'est le fret, c'est du fret de très très gros volume. Faire de la micro-logistique sur le rail, c'est un peu plus compliqué. Néanmoins, ce n'est pas impossible. Il y a des exemples hyper intéressants en Angleterre et en Suisse de collaboration entre des opérateurs cyclo et le rail, notamment sur des flux assez urgents, des flux tendus, échantillons médicaux, médicaments, etc. Où le rail fait un interville, on profite de la navette en fait pour vraiment transférer de la marchandise sur des navettes hyper calées avec des horaires très précis. Et du coup, le vélo, grâce à son agilité, très peu impacté par les conditions de circulation, etc., peut garantir d'être là tout le temps. Et du coup, ça fait des flux qui sont assez intéressants. Et là où j'aime bien ce modèle-là, c'est qu'on profite d'un flux qui existe. On a un train qui, quoi qu'il arrive, se déplace et on augmente juste sa fonction en plus le faisant transporter un petit peu de marchandises. Toute la question ensuite est sur la mise à l'échelle de ces modèles, etc. Mais bon, bref, c'est à la limite des questions secondaires. Mais donc oui, je pense qu'il y a un potentiel qui est hyper grand et puis c'est assez excitant de se dire qu'on a déjà plein de choses qui sont là. Il faut juste repenser leur usage pour essayer d'optimiser tout ça. Ça, c'est des challenges qui me plaisent bien. Certainement, je pense que les opérateurs de transport ont une carte à jouer. Je mentionnais la RATP qui mène cette expérimentation. Les opérateurs de transport public, ils ont deux grands avantages. Déjà, ils sont locaux, ils sont présents sur le même territoire que nous, donc là, certainement, ça crée des synergies. Ils ont de l'infrastructure qui est souvent très bien située. Je pense notamment à l'ancien dépôt du tram près de la rue Fontenay, où justement, on est en discussion. Il y a une volonté de la part de la STIB de créer là un hub autour des mobilités alternatives. Nous, ça pourrait constituer un formidable hub cyclo-logistique à l'entrée sud de la ville. Donc, ils
ils ont cette infrastructure qui est disponible, souvent des superficies qui sont parfaitement compatibles avec nos activités. Et alors, on pourrait même pousser plus loin avec juste les véhicules eux-mêmes qui vont se déplacer. Il y a des expérimentations qui sont faites au niveau du tram pour le transport de fret. Il y a des recherches qui sont faites au niveau de l'utilisation du métro aussi. Là, on va avoir une problématique d'efficacité au niveau de la manutention, le fait de charger des marchandises dans des véhicules qui ne sont pas vraiment conçus pour ça. Donc, c'est pas si simple. C'est des belles idées sur papier, mais il faut quand même sans doute les challenger un peu. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis, quand on voit ce maillage au niveau des sociétés de transport public, je me dis, voilà, ça correspond à cette recherche de maillage qu'on a aussi, nous, dans nos réflexions par rapport à la volonté de densité, au fait de travailler dans des quartiers, d'avoir des micro-hubs qui sont bien situés. Voilà, je me dis, là, il y a une superposition des ressources et des besoins qui est assez intéressante. Et donc, oui, sans doute. En tout cas, ce n'est pas une piste à exclure.